La Houck, c'est un espace atypique qui suscite une intervention elle aussi atypique de la part d'African Parks, et ce qui donne aussi une présentation un peu atypique, puisqu'en toute rigueur, il y a assez peu de conflits entre les deux secteurs, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'aire protégée à l'heure actuelle dans la Houck. C'est une manière un peu provocante d'introduire un petit peu cette étude de cas qui est différente de ceux qui ont été présentés par les collègues à l'instant. La Houck, c'est un espace de frontière au sens classique, au sens politique, entre les États, mais aussi un espace de frontière au sens plus anglo-saxon du terme, un espace de marge qui s'étend, un espace de front agropastoral qui s'étend et qui contribue à humaniser une zone qui a été très longtemps préservée des impacts les plus manifestes de l'action des sociétés. Agropastoralisme et conservation sont finalement assez récents, si on dézoome un petit peu par rapport à l'histoire du XXe siècle, puisque l'intérêt pour cette zone et pour sa faune notamment, qui a existé dans les années 60-70, j'y reviendrai, n'est revenu un petit peu sur le devant de la scène que très récemment, tandis que pendant longtemps la zone était également à l'écart finalement des grandes transhumances des pasteurs de différents groupes, j'y reviendrai également. Donc tout ça, c'est au tournant des années 90, mais surtout 2000 et encore plus après 2010, que s'installent finalement les conditions de cette nouvelle interaction qui reste pour l'heure à construire. Et la Houck, c'est enfin et surtout un espace de marge, et je vais surtout insister sur cet aspect pour dérouler un peu le questionnement qui est le fil directeur de cette conférence. C'est questionner les interactions entre agropastoralisme et conservation au sens le plus large, dans ce contexte de marge et finalement dans cette interaction, quel est le rôle et la place jouée par cet effet de marge territoriale. On est au sud-est du Tchad, alors c'est la Houck, c'est le nom qu'African Parks donne à ce vaste espace à géométrie variable. Vous voyez qu'ici il s'étend à l'est vers le Kimiti, le Darfongoro aussi là, à l'ouest vers le Moyen Chari, mais il a pour centre de gravité, on pourrait dire, comme fuseau central, le département de Haraz-Mangain, au sud du Salamat. On voit au sud, cet espace est délimité par une rivière, un cours d'eau pérenne qui est la Houck Allée puis la Houck, il change de nom, et il fait frontière avec la RCA, et on voit de l'autre côté, pour rejoindre la question posée, les aires protégées du nord de la RCA. Cet espace, vous le voyez encore ici, la mention domaine de chasse de la Houck dont on vient de parler, est en toute rigueur une zone banale puisque ce domaine de chasse créé en 63 n'existe plus juridiquement puisque son existence a été abrogée par la loi 14 de 2008. Et ça me permet de souligner le rôle de ce domaine de chasse dans les années 60 et une partie des années 70 qui était un haut lieu de la chasse sportive, la chasse, on pourrait dire, allochtone et exogène, de gens assez fortunés venant d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et finalement, les aléas politico-militaires du pays ont très rapidement conduit à l'abandon de cet espace, si ce n'est marginalement dans les années 2000. Donc ce domaine de chasse, il était réputé mondialement. Alors bon, il faut prendre un peu des distances avec les récits des chasseurs, mais c'était présenté comme une version francophone du Serengeti, compte tenu de la biomasse des grandes populations de grands mammifères terrestres et de leur migration dans cet espace qui est interconnecté avec le nord-est de la RCA. Bon, j'avance un petit peu peut-être pour souligner le rôle de l'eau dans cet espace, donc classé au site à titre sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Et en fait, cette Houck est un complexe avant tout une grande plaine d'inondation, mais formé par un réseau de cours d'eau plus ou moins pérennes, de mares saisonnières ou permanentes, qui sont marqués par des effets de variabilité extrêmement fortes et qui font que selon le moment de l'année, on a affaire à trop d'eau ou pas assez d'eau. Actuellement, la route pour aller à Arras est fermée et elle ouvrira peut-être qu'en fin novembre ou décembre. Cet espace est marqué par une grande variété, une diversité des écosystèmes, avec tout le gradient des zones semi-arides au nord vers les écosystèmes de savane boisée qu'on trouve en RCA. Vous voyez la photo de droite. Donc c'est un écotone, c'est une zone de transition avec des gradients extrêmement marqués à différentes échelles. Et puis cette zone qui était autrefois très giboyeuse, puisqu'il s'agissait de chasseurs,
est aujourd'hui en raréfaction, puisqu'elle et c'est là aussi assez récent, c'est un processus assez récent. Donc cette faune qui est variée existe, mais sous une forme de réseau, de population un peu relictuelle, sauf pour certaines espèces les plus abondantes, comme à gauche un guibarnaché. Ce qui est intéressant dans la houque en tant qu'interface, c'est une zone aussi c'est une zone où on trouve assez abondamment des espèces en limite d'aire de distribution. Vous voyez un potamochère qu'on trouve dans un vaste espace délimité plusieurs centaines de kilomètres au sud. Et puis il reste des populations significatives de grands prédateurs, notamment de panthères, de lions et d'hyènes. La houque, c'est évidemment aussi un territoire peuplé, habité, parcouru, aménagé par des sociétés locales. Les gens dépendent de l'exploitation des ressources naturelles, que les systèmes de production sont extrêmement flexibles, basés sur la variabilité, sur la mobilité, et que les différents groupes présents, qu'ils soient cultivateurs, éleveurs, agro-pasteurs, grands transhumants, pêcheurs, ont pour caractéristique commune d'être très mobiles et d'exploiter extensivement cet espace en valorisant sa variabilité. L'exemple du berbéré est un bon exemple qu'on connaît au centre et au sud-est du Tchad. Néanmoins, je souligne ce point, c'est un espace de marge. Alors, quelques caractéristiques de cette marge, c'est l'enclavement, pour différentes raisons liées à l'inondation saisonnière, au déficit d'infrastructures routières. 2, c'est le dépeuplement ou le sous-peuplement. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais sans entrer dans le détail, pour des raisons historiques et environnementales, c'était une zone assez peu propice à l'établissement de grandes populations humaines. Et puis, j'insiste sur un dernier point, qui dit marge ne dit pas forcément angle mort inerte. C'est un espace qui est traversé par plein de mutations, de transformations, qui sont celles des pratiques agro-pastorales, dans un premier temps, qui sont celles qui découlent de l'accroissement démographique, qui sont celles aussi qui connectent cet espace à tout son environnement régional, le Soudan et la RCA, pas simplement du point de vue de l'écologie, mais aussi du point de vue des sociopolitiques, compte tenu des événements en cours. Et puis, dernier point, c'est aussi une zone de prospection et d'exploration pétrolière, le bassin d'Ozéo-Salamat au sud-est du Tchad, une exploration qui a commencé depuis 2014. Et c'est peut-être parce que c'est un espace de marge, finalement, qu'on retrouve toutes ces convoitises de différents types d'acteurs pour les abondantes ressources qui s'y trouvent. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que le projet AHOUC pour African Parks? Dans un premier temps, la première phase, de 2020 à 2024, c'était avant tout créer un système d'alerte précoce pour mieux connaître cet espace qui était longtemps une boîte noire un peu de la connaissance, notamment des dynamiques écologiques et notamment des pratiques de braconnage. En gros, c'était un petit peu le poste avancé des aires protégées du centre tchadien, du nord de la RCA, voire du Cameroun, puisque historiquement on savait un peu, maintenant on le sait bien mieux, que c'est un des axes de pénétration forts du grand braconnage transfrontalier connecté au Soudan. Donc la phase 2 qui s'ouvre, qui va s'ouvrir, consiste à aller progressivement vers la création d'une ou de 2 nouvelles aires protégées dans ce vaste paysage. Donc c'est un paysage clé pour différentes raisons, intrinsèques et relationnelles. L'outil qui nous paraît le plus adapté à la construction de cette nouvelle génération d'aires protégées, c'est un outil qui est prévu dans la loi tchadienne mais qui n'a jamais été jusque-là expérimenté. Donc ce n'est pas le parc national, ce n'est pas la réserve de faune, c'est la zone de gestion concertée, ZGC, qui est plus flexible, qui est entièrement basée sur une gouvernance locale et qui finalement est bien plus adaptée aux besoins de coévolution biodiversité, activité anthropique dans le contexte d'exploration pétrolière et des nombreux défis qui vont se poser dans cet espace dans les années à venir, qu'il s'agisse d'extractivisme, mais qu'il s'agisse aussi de gestion des risques et notamment peut-être des risques d'inondation. En tant que plaine inondable, les services écosystémiques sont à souligner dans cet espace. Et je conclus. La marge comme laboratoire et lieu d'innovation, on sait que c'est souvent dans les marges que s'inventent un petit peu d'autres manières de penser, de travailler. Là où cet espace est un tournant, différents scénarios de trajectoire peuvent être avec beaucoup d'incertitudes imaginées, mais peut-être qu'une intervention sur un projet commun de territoire autour de la gestion des ressources avec un ancrage local pourrait contribuer à stabiliser
à la fois les processus écologiques, les sociétés. Et de ce point de vue, c'est aussi un défi pour African Parks de se réinventer pragmatiquement pour revoir un petit peu le type d'action à mettre en œuvre. Voilà.